amis de TV Liberté, pour cette rubrique livre, je lis donc je suis, je vous propose un livre extrêmement intéressant et original. Bonjour Olivier Renet. Bonjour madame. C'est un livre, une étude sur Gustave Flaubert, sous un angle peu connu et peu traité, à ma connaissance en tout cas, celui de la franc-maçonnerie. Alors, comment vous est venu, vous n'êtes pas un écrivain classique, Olivier Renet, vous êtes un magicien. Tout à fait. Et comment, étant magicien, on s'intéresse à Flaubert? Est-ce que c'est par le biais de l'Égypte et de ce grand voyage que Gustave Flaubert et Maxime Ducamp ont fait? Alors, moi, je cherchais à promouvoir un spectacle de magie orientale. On appelle ça du mentalisme. Et j'ai trouvé l'idée de promouvoir ce spectacle à travers une exposition sur le voyage en Égypte de Gustave Flaubert, puisque Flaubert et Ducamp rencontrent près de Philae un mage oriental. Et donc, à la fois, le fait de construire un spectacle sur ce voyage me permettait et d'exposer un voyage en Égypte et de présenter un numéro de magie. Ça, c'est une idée, en effet, très... Et ça a été présenté d'ailleurs au musée Flaubert en 2013. C'est ce qu'on appelle de l'interdisciplinarité, où je ne m'y connais pas. Alors là, j'ai travaillé effectivement comme un cinémagicien, puisque j'ai présenté une collection personnelle de photographies de Maxime Ducamp, mais aussi de Bonfils, de Zangaki, qui ont permis d'illustrer le texte de Gustave Flaubert et de mettre en avant une conférence et un spectacle de magie orientale. Alors, vous allez nous expliquer ce rapport donc de Flaubert avec la franc-maçonnerie. Vous nous expliquez que son père l'était. Son père était un grand chirurgien de Rouen et que donc le fils l'est aussi naturellement. Mais ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est la richesse des citations. Et comme chaque texte de Flaubert est très fort, je vous en donne tout de suite un aperçu, chers amis téléspectateurs, et vous vous rendrez compte de l'intérêt de ce livre. Le principe en ce monde est de tenir son âme dans une région haute, loin des fanges bourgeoises et démocratiques. Le culte de l'art donne l'orgueil, on n'en a jamais trop. Pour notre époque, là, 2015, c'est pas mal vu. Alors effectivement, on peut dire que Flaubert est très contemporain dans sa manière d'écrire. Très contemporain, oui. Et qu'effectivement, dans sa correspondance, on peut tout à fait l'actualiser à ce qui se passe en ce moment. Alors, comment se fait-il que donc, cette influence de la franc-maçonnerie sur Flaubert et par ailleurs, j'ai envie de dire, cet esprit totalement antidémocratique et anti-franc-maçonne? Pouvez-vous nous expliquer ce mystère? Alors, il faut savoir qu'à cette époque, la franc-maçonnerie était légitimiste, progressiste. Oui. Donc, la loge de Gustave Flaubert... Légitimiste, c'est-à-dire favorable au retour du roi. Tout à fait. Donc, à partir de là, ce qui se passait, c'est que en quelque sorte, les membres de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France de cette époque étaient plutôt, on va dire, conservateurs. D'ailleurs, à l'époque où naît Flaubert, donc en 1821, on est dans une période qui est une période, on va dire, monarchiste, restaurée par la franc-maçonnerie. On a Talleyrand, on a Fouché, on a Lully Decazes, on a toutes ces personnalités qui étaient fondamentalement franc-maçonnes, mais essentiellement royalistes. Ah, ça, c'est très intéressant. Et puis, que va-t-il se passer dans la vie de Flaubert pour qu'il y ait finalement cette opposition? Alors, ce qui s'est passé, donc Flaubert est franc-maçon, on va dire quasiment de naissance, puisque effectivement les médecins de cette époque traitaient de sujets, entre autres de sujets spirituels, à travers la maçonnerie. On retrouve d'ailleurs les fondements de la maçonnerie du début du XIXe siècle dans les Noli Me Tangere
donc des tableaux qui sont du 15e et du 16e siècle. Donc sur une médecine... Vous voulez dire en latin « noli me tangere ». Oui, voilà, tout à fait. Ne me touche pas, qui est la phrase du Christ à Marie-Madeleine. Avec Marie-Madeleine. Donc on a effectivement sur l'éveil de l'esprit un rituel maçonnique, donc à cette époque, qui amenait l'individu vers une grâce, hein, donc avec des points très précis, donc le front Mercure, le sommet de la tête Saturne. Et c'est donc un processus médical qui amenait l'initié vers une dimension d'éveil. C'est pour ça que les médecins, et entre autres les fils de médecins, et les enfants des médecins, les grands médecins étaient tous maçons. Le père de Ducamp est franc-maçon, le père de Gustave Flaubert est franc-maçon, et on a aussi, avec l'influence du saint-simonisme, tous les grands industriels qui sont francs-maçons. Mais bon, c'est tout de même une autre religion qui est prônée par la franc-maçonnerie. Quand Flaubert écrit ce qu'il y a de considérable dans l'histoire, c'est un petit troupeau d'hommes, 300 ou 400 par siècle, qui, depuis Platon jusqu'à nos jours, n'ont pas varié. Ce sont ceux-là qui ont fait et qui sont la conscience du monde. Quant aux parties basses du corps social, vous ne les élèverez jamais. Quand le peuple ne croira plus à l'Immaculée Conception, il croira aux tables tournantes. C'est très étonnant, ça, comme phrase. Alors, c'est effectivement étonnant, parce que, bon, quand on analyse... Et tout à fait juste. Bah, je ne sais pas, mais quand on analyse le système de hiérarchie pyramidale, ceux qui sont, en quelque sorte, proches de la hiérophanie, ou hiérophantes, sont assez peu nombreux. Alors, hiérophanie, hiéro, c'est le sacré. Oui, voilà, on arrive à la hiérophanie, on arrive aussi à la théophanie, hein, donc on est sur des concepts d'éveil de l'esprit, de la conscience associée au divin. Donc on retrouve à travers cela le mot relegare, donc la conscience qui est reliée au divin. Donc c'est le concept final d'une maçonnerie ésotérique telle que Flaubert la fréquentait. D'ailleurs, sur la couverture du livre, on a la hiérophanie de Gustave Flaubert qui est représentée par une sorte de turban or. Oui, un portrait étonnant de Flaubert déguisé en turc. Tout à fait, en turc maçon. On est sur le Grand Orient. Vous voyez, c'est pour ça. Et alors, vous avez vous-même voulu mettre en valeur cet aspect de Flaubert qui est assez peu connu, et on peut pas dire qu'à Rouen, qui est donc l'espace sacré de Flaubert, vous ayez été accueilli à bras ouverts. Dans un premier temps, oui, et puis après... Alors, dans un premier temps, comme j'étais soutenu par le premier secrétaire du Parti Socialiste, les bras se sont ouverts, mais en même temps, comme l'exposition a eu un grand succès, et qu'à partir de là, j'aurais pu effectivement me positionner comme étant un artiste de talent, eh bien, progressivement, les portes se sont fermées, et je me suis aperçu à partir de là qu'il y avait en Seine-Maritime un maillage politique tout à fait impénétrable. Enfin, c'était impossible de travailler, mais nulle part. Tout était fermé. Vous venez d'ailleurs vous m'avez montré, juste avant cette émission, un article dans... Tout à fait, qui parle un peu de ce problème. Qui parle d'une mainmise, c'est une mainmise politique sur la culture et sur les impôts. Parce qu'il y a énormément d'officines associées. Et sur la culture et sur les impôts subventions. Du contribuable. Parce que qui bénéficie des subventions, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui sont en quelque sorte de bons amis. Hein. Oui. Mais si vous avez un artiste lambda qui a du talent et qui veut s'exprimer, eh bien là, c'est même pas la peine. Il n'aura même pas un sou. Moi, j'ai proposé mon exposition gratuitement au Conseil général, gratuitement à la région. Non. Donc c'est très douteux le gratuit. Il faut qu'il y ait un budget pour qu'il puisse être listé dans une colonne. Voilà. C'est effectivement moins douteux de se prendre pour le président du Conseil général de l'époque un bon salaire de 10 000 €. C'est beaucoup plus acceptable. Voilà.
Alors, il y a un moment savoureux, c'est Flaubert qui veut ériger une statue, une fontaine et un buste à l'un de ses amis, Louis Bouilhet. Et il est débouté par le conseil municipal de cette époque et de Rouen. De Rouen, tout à fait. Vous nous racontez cette histoire. Alors effectivement, à la mort de l'un de ses meilleurs amis, Louis Bouilhet, Flaubert recueille des fonds pour construire une stèle en l'honneur de Louis Bouilhet. Donc il a les fonds, il demande tout simplement l'autorisation de l'installer. Et donc à partir de là, il y a un conseil municipal qui va sortir des arguments insensés et qui, à partir des arguments insensés qu'ils ont tenus, eh bien, Flaubert s'est un peu énervé. Il leur a dit... Leur cas de vérité. Tout à fait. Voilà. Et alors, ça donne un texte absolument rigolo, d'une insolence, et qui s'applique encore une fois parfaitement à nos édiles aujourd'hui. Ah, tout à fait. On est complètement dans une situation très contemporaine avec cette lettre, puisque quand j'annonce, moi personnellement, enfin je ne m'appelle pas ni Flaubert ni Louis Bouilhet, mais quand j'annonce quelque chose d'énorme, l'auteur le plus lu dans le monde est franc-maçon, je suis le premier à l'annoncer, eh bien toutes les portes se ferment. Encore une fois, on est dans une situation aberrante et ridicule. C'est-à-dire que vous marchez sur un volcan. Je marche sur les plates-bandes, je ne sais trop qui, mais en tout cas, je marche sur des plates-bandes, ça c'est sûr. Il y a une autre citation que je vais donner immédiatement parce qu'elle est trop étonnante. Je vais vous la trouver. On pense évidemment aux statues qui sont refusées aujourd'hui dans la ville de Paris. Ainsi, la statue de Jean-Paul II que l'Église polonaise voulait installer sur son parvis rue de Rivoli a été refusée parce que c'était une statue trop ressemblante probablement à Jean-Paul II. Donc il ne fallait pas. Et alors, en fait, oui, la franc-maçonnerie veut créer un homme nouveau, et en réalité, c'est pas du tout l'idée de Flaubert. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au milieu du 19e siècle, on est confronté à un phénomène qu'ils appellent le phénomène des contre-lumières. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la franc-maçonnerie n'a plus vraiment de volonté spirituelle, mais elle devient fondamentalement prend une dimension fondamentalement économique. Et donc, ce sont les industriels qui se servent de ce réseau pour instaurer en quelque sorte une forme d'emprise sociale. Et la franc-maçonnerie, à ce moment-là, devient politique. Et donc, on a à l'époque, donc on est après la guerre de 70, avec le pétrole, entre autres, à la tête de la maçonnerie, on a des hommes d'affaires très puissants. Parce que le constat de Flaubert est tout de même très violent. De temps à autre, dans les villes, j'ouvre un journal. Il me semble que nous allons rondement, nous dansons, non pas sur un volcan, mais sur la planche d'une latrine qui m'a l'air passablement pourrie. La société prochaine ira se noyer dans la merde de 19 siècles et l'on gueulera raide. Ça, on disait que Flaubert gueulait dans son gueuloir, mais là, c'est... C'est assez prophétique, parce qu'effectivement, quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une crise en soi-disant économique, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent, la culture, c'est pas bien, parce qu'il faut pas sortir par de culture, pas de latin, pas de grec. Il faut que les gens restent suffisamment stupides et abrutis pour pouvoir bien consommer. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là et on peut retrouver à travers ça la phrase de Gustave Flaubert. Alors, autre crime de lèse-majesté de Flaubert, c'est la pièce qu'il écrit, Le Candidat, qui est une satire de l'élu démocratique, du député, absolument drastique. Alors effectivement, là, il se moque des politiciens. Alors là, on est en 74, des politiciens de son époque, et il le fait aussi pour redresser une situation financière un peu difficile quant à l'entreprise du mari de sa nièce. Oui. Donc, il s'y prend mal parce que fondamentalement, en critiquant ceux qui ont le pouvoir, ça va forcément débourser. Ça va forcément créer des petits soucis. Alors,
On dit que cette pièce a fait un four parce qu'elle avait été mal faite. Alors, est-ce qu'elle a été mal faite à cause de sa mise en scène ou est-ce qu'on Son message était surtout trop violent. C'est bien Très possible. violent. Ou est-ce qu'elle a Et pas trop été juste. certainement, inévitablement très juste, hein, parce que c'est. Et alors, à mon avis, il y a deux solutions. Soit il a été, on l'a poussé dans les orties, soit c'était pas terrible. Mais de toute façon, c'était pas la pièce à faire à cette époque-là. En tout cas, Olivier Renet, il faut vous remercier pour ce Gustave Flaubert, parce que c'est vraiment un aspect de Flaubert que nous ne connaissions absolument pas, et vous le décrivez très justement, et ce qui est toujours la preuve d'un esprit juste, vous citez l'œuvre d'un écrivain, et en cela, je vous suis très reconnaissante, parce que ces textes de Flaubert, qui sont d'une justesse et d'une violence terrible, sont bien agréables à lire en 2015. Oui, et puis je pense que c'est quand même, en 2015, il est quand même temps qu'on sache qui est Gustave Flaubert et qu'il était maçon et ce qui s'est passé dans sa vie. Je pense que c'est le moment. Absolument. Merci beaucoup Olivier Renet. Merci beaucoup. Merci Gustave Flaubert, on trouve ce livre sur Amazon. Sur Amazon.fr, tout simplement. Merci beaucoup, et je sais que vous préparez 2 autres tomes. Alors il y a effectivement 2 autres tomes. Oui. Donc on vous reverra. Merci beaucoup, Merci monsieur. madame.